présentation de toutsurlehockey.com. Novembre. Aujourd'hui, on se gâte. On va faire un nouvel épisode du Scoutcast où on va parler d'espoir en général partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai un invité, Monsieur Matt Parra, ou Mathieu pour les intimes, peu importe. Donc, on va... oui, je vais un peu faire l'animateur aujourd'hui, mais on va parler surtout de son scouting à lui. Puis on va faire des discussions sur ses préférés, ses moins préférés, peu importe, son ressenti par rapport à la cohorte 2021 de la 2022 du repêchage à la Ligue nationale. Donc, bienvenue au Scoutcast. Bonsoir, Matt. Ça va bien? Salut Pascal, ça va toi? Oui, après avoir refait l'intro environ 15 fois, ça va super bien. Ah, je sais, écoute, t'as des grandes chaussures à chausser, vu que ce soir, je n'anime pas le TSLH podcast, le Scoutcast en fait. Ouais, je suis un invité spécial. C'est le fun, j'ai moins de pression à soir, moi. Exactement, tu n'animes pas aujourd'hui. C'est moi qui n'anime. En tout cas, moi, je porte des 13, c'est tout. J'ai des grandes chaussures, peu importe ce que je fais dans la vie. Fait que ça, on va parler un peu. Je crois que tu as fait quand même pas mal quand même du scouting pas mal. C'est plus épars, ça. Tu as fait un peu tous les pays là, à date là, de ce que tu m'avais dit. Donc, on va commencer peut-être pas par les espoirs du Canadien, parce qu'on va en parler un petit peu. On va peut-être se garder ça pour la fin, un petit dessert. Donc, on va se diriger, je pense, au USA, programme américain. Ouais, je pense dans qu'on le fond, a écouté les mêmes matchs. C'est ça, on a starté notre saison avec le programme national. En fait, moi, pour ceux qui écoutent, là, c'est la première fois que je viens dans le Scoutcast. Je sais que l'année passée, on a parlé beaucoup de nos visionnements, mais cette année, j'ai un peu... là, j'ai pris de l'expérience un peu. J'ai commencé à scouter le Linka, évidemment, en début de saison. Puis après ça, je regarde beaucoup des matchs complets cette année, ce que je faisais moins l'année passée. C'est sûr qu'un espoir en Europe, je vais écouter plus des shift by shift, mettons, parce que là, un prospect qui est tout seul dans son équipe puis qui joue 10 minutes par match, c'est un peu tannant de se taper une heure de visionnement quand il n'y a personne d'autre à scouter. Ou un gars en Slovaquie. Ouais, c'est ça, ou en Slovaquie. Mais tu sais, pour le programme national, je dirais que c'est quasiment obligatoire là, de regarder un match complet. Il y a tellement de joueurs à regarder. C'est assez fou. Là. Il doit y en avoir environ 8 qui ont le potentiel d'être en première ronde en plus. Fait que, c'est, comme tu dis, il y a vraiment des bons espoirs. Beaucoup de diversité aussi en termes de talent. C'est ça qui est le fun un peu. J'en ai parlé une fois dans le Scoutcast. J'avais écouté 2 ou 3 matchs, je crois 3 matchs. Depuis ce temps-là, j'ai réécouté un match, mais j'ai pas fait de texte rien encore sur le programme parce que j'ai pas encore la saveur, si on veut, des joueurs. Je les comprends pas encore toutes. Il y en a certains qui ressortent plus que d'autres à mes yeux. Là. Mais toi, c'est qui, dans le fond, que t'en remarques plus, là, si on fait le tour? Là? Je te dirais que le joueur que j'apprécie le plus regarder dans le programme national américain, c'est Isaac Howard. Je le trouve. Tu sais, tu connais un peu mes goûts de joueurs. J'aime ça, les joueurs qui sont explosifs, qui sont flashy, mais en même temps, tu sais, comme un gars comme Ken Johnson était flashy, mais j'accrochais pas nécessairement incroyablement dessus. Mais quelqu'un qui est capable d'être flashy et efficace, puis ma bonne vieille phrase, quelqu'un qui est capable de faire progresser le jeu. Isaac Howard, c'est un gars qui m'est tombé dans l'œil rapidement. Je dirais que Frank Nazar aussi, de par son jeu là, pas mal général. Très menaçant. Il est très menaçant, effectivement. Puis un autre qu'on
entend peut-être moins parler, puis c'est normal parce que je dirais que les yeux habituellement des observateurs sont plus portés à regarder Ryan Chesley. Mais moi, Lane Hudson, j'aime beaucoup ce défenseur-là. Oui. Il est encore une fois un petit défenseur américain. On se rappelle de mon amour pour Sean Barons l'année passée. Mais là, c'est pas le même genre de joueur. C'est pas le même genre de défenseur. Hudson, c'est un gars qui est capable de pivoter le powerplay vraiment d'une belle façon. Il a vraiment un très bon contrôle de la rondelle, puis il est explosif. Il est vraiment rapide sur son patin. Parfois un peu trop. Je trouve qu'il y a une dépense d'énergie quand même assez impressionnante quand il se met à accélérer. Puis en ligne droite, des fois, tu as l'impression que ça tournera pas là, tellement qu'il est parti vite. Là. Ouais. Mais c'est pas des inquiétudes incroyables là, dans son cas. T'sais, est-ce que c'est un gars qui va sortir en première ronde? Je penserais pas, là, sincèrement, parce que je pense qu'il y a plusieurs autres candidats. Mais c'est un défenseur que j'aime bien regarder. Là. J'avais vraiment aimé ça aussi. C'est vraiment lui qu'on en remarque le plus en défensive du programme américain. À date, en tout cas, oui, il y a Cheesy, en tout cas, Chesley, puis l'autre là, qui a le même nom. L'autre qui a Seamus Casey, oui. Ouais, c'est ça. Qui les deux que le monde connaissait peut-être un peu plus, là. Mais Hudson, c'est vraiment lui, moi aussi, que j'avais remarqué plus, là, le numéro 23. J'avais trouvé qu'il avait quand même une bonne force des hauts du corps, parce que tu sais, oui, il est agile, il y a une bonne explosion et tout, mais quand il était de reculons, c'est arrivé 2 ou 3 fois qu'il s'est fait contourner, mais qu'il réussissait quand même à faire un petit peu d'holding avec son bras pour tenir le joueur. Fait que j'ai quand même l'impression qu'on peut sous-estimer un peu sa force au haut du corps et son équilibre. Donc, j'ai bien hâte de recommencer à écouter. En tout cas, là, je suis en Suède en ce moment. Là. Ben, je suis en Suède. En tout cas, mon scouting, je vais payer par payer un peu. Là. Je suis à Stockholm. Ah oui. Puis, probablement que je vais retourner là cette semaine ou la semaine prochaine là, pour les regarder, parce que il y en a plusieurs que j'ai pas encore regardé. Mais ouais, Hudson. Puis quand tu as parlé d'Howard, un joueur terriblement rapide, là, sérieusement, beaucoup d'échappées quand j'ai regardé les 3-4 matchs là, que j'ai vus. Là. Vraiment, vraiment dangereux, là, comme un peu Nazar aussi. Nazar, je le trouve vraiment bon dans les espaces à rapprocher. C'est pas pareil à Pastujov, là, mais mettons, il y a plus un nez pour le jeu tough, là. En tout cas, bref. Il est meilleur dans le trafic, si on veut, là, mais il se crée de l'espace, il y a un bon shot, un peu de tout, là. Bref, on a pas mal les mêmes qu'on aime bien. Je trouve vraiment que Nazar, tu sais, en regardant le programme américain, il y a Cruz Lucius qui joue, qui est le frère à Chaz, qui a été repêché l'année passée. Je m'attendais à un style de jeu un peu similaire entre les deux frères, puis finalement, j'ai peut-être l'impression que Nazar penche plus vers le style de jeu de Chaz Lucius qui va vraiment attaquer entre les défenseurs. Tu sais, souvent, vrai. Les joueurs qui sont explosifs vont être portés à déborder le défenseur vers les ailes, mais Nazar, lui, il s'en fout, là, il a la puissance pour passer entre les deux défenseurs. Puis même chose le long des bandes. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment... Il a l'air fait dans un rock, surtout en possession de rondelles. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, Howard, le premier match que j'ai regardé avec, il jouait avec Cooley, là, puis il était capable de suivre amplement. Là, c'est un gars qui a vraiment des bons changements de direction avec la rondelle, puis tout ça. Là, c'est pas un gars qui est linéaire du tout. Puis il a conclu le match avec Nazar et Lucius, puis même avec eux, tu sais, il était capable de performer aussi. Fait que ça a l'air d'être un gars un peu... il peut autant se démarquer sur un troisième trio qu'avec les meilleurs joueurs du programme. Fait que je trouve que sa versatilité, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, en tout cas. Ça c'est un joueur passe-partout. Ouais, polyvalent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact, passe-partout, ça c'est la référence vu que les deux on est pires là, mais exact. Ben non, c'est ça, Howard, pour son jeu général, honnêtement. Puis une chose aussi que j'apprécie de lui, c'est qu'il récupère beaucoup de rondelles dans la zone défensive. Tu sais, même dans sa zone, là, il est assez efficace. Puis en tout cas, présentement, c'est vraiment le joueur qui me saute le plus à l'œil là, dans le programme américain. Si mettons, pour faire un parallèle avec un joueur que peut-être que les gens connaissent un peu plus, là. Je dis pas qu'ils sont pareils ou peu importe, là, mais tu sais,
sur l'utilisation que tu peux en faire, Dawson Mercer, il ressemble beaucoup. Tu peux le mettre sur le premier trio, deuxième trio, troisième trio, sur le piqué, sur le PP. Il peut être bon dans n'importe quelle situation. Je dis pas que c'est des joueurs similaires. Je vais juste dire que ils ont un peu le même impact dans une game, si vous voulez. Sur Nazar, peut-être est moins compétent dans sa zone. Là. Je me suis pas encore concentré suivi dans ce genre de situation-là. Là. Mais bref, un peu le même genre de situation. Là. C'est sûr que, tu sais, dans les joueurs que j'ai présentés, j'ai pas parlé encore de Logan Cooley parce que, tu sais, t'en as parlé dans Scoutcast, j'imagine, parce que... Au début, ouais. Pas tous écouté, là, mais occupe pas, j'écoute pas tous tes Scoutcasts. Je veux pas m'influencer. Ouais, c'est ça, tu veux pas te faire influencer, c'est bien correct. Là. C'est ça. Mais, tu sais, Cooley, honnêtement, il est juste tellement bon, là, ce gars-là. Là. Il est pas, encore une fois, il est polyvalent, mais tu sais, il est excellent dans les 3 zones. Puis c'est un gars qui est vraiment explosif puis qui attaque par le centre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me sautait à l'œil. Puis encore une fois, il peut jouer dans toutes les situations. Ça peut être autant en piqué qu'en powerplay. Fait que, honnêtement, les gars les plus complets là, du repêchage à date, là, ce que j'ai vu, là, il est excessivement complet. C'est clair qu'il va sortir vraiment tôt parce qu'il a le profil que le monde aime, puis en plus, il produit. Okay. Exact. Fait que, tu sais, si, mettons, on rank à mes yeux les meilleurs joueurs du programme, évidemment, Cooley, il vient premier. Là, c'est pour ça que j'ai pas voulu commencer avec. Là, c'est assez évident que c'est le meilleur joueur du programme. J'irai avec Isaac Howard après. Je vais revenir tranquillement sur Ryan Chesley. En fait, c'est les joueurs qui me déçoivent un peu dans le programme. Là. Ryan Chesley, il me déçoit un peu là, présentement par rapport au fait qu'il fait beaucoup de revirements. Puis je trouve que la rondelle est peut-être pas toujours en sûreté sur sa palette. Ouais, ce qui est complètement l'inverse. C'est l'inverse de Hudson. Hudson, j'ai l'impression que quand il a la rondelle, il se la fera pas enlever ou il va faire progresser le jeu avec une passe ou avec, mettons, soit un dump ou juste dans sa zone défensive, d'envoyer la rondelle à un endroit où ce que ta marge d'erreur, elle sera pas dramatique. Puis ça peut être soit de la tourner en arrière du but, ça peut être soit de l'envoyer le long de la bande pas fort en attendant que l'aile arrive. Hudson est à l'aise là-dedans. Chesley, plus le type de défenseur qui se débarrasse de la rondelle, à mes yeux, de ce que j'ai pu observer présentement. Fait qu'il me déçoit un petit peu là, présentement, mais la saison est jeune encore. Oui, ça, c'est vraiment... Il y a McGroarty aussi qu'on n'a pas encore parlé. Mais dans les 3 matchs que j'ai regardés, 3 ou 4 matchs que j'ai regardés, il n'avait pas encore ressorti beaucoup, sauf sa capacité à marquer des buts. Là. Son tir est vraiment, vraiment puissant, très, très précis. Mais en dehors de ça, numéro 13, McGroarty, il n'a pas ressorti énormément. Il y a peut-être un match que j'ai dit, OK, c'est pour ça que le monde l'aime, mais tu sais, il y a un manque de constance vraiment... s'il ressort juste une fois sur 4. Là. Donc, j'ai bien hâte de retourner voir des matchs là, pour voir comment ça a été. Sinon, Snuggerud, tu as remarqué un petit peu? Numéro 9. J'aime bien regarder Snuggerud. Je me suis pas pris de notes nécessairement parce que, tu sais, à un moment donné, je me doute bien qu'il sortira peut-être pas en première ronde. En tout cas, dans mon ranking, je penserais pas. Fait que, tu sais, je me prends pas nécessairement de notes avec, mais je veux dire, je regarde les games, là, fait que tu sais, je le vois à l'œil. C'est genre c'est comme un joueur un peu comme Justin Janicki l'année passée. Tu sais, que tu le sais qu'il va être repêché, puis ça peut autant d'aller de la 3e ronde ou de la 6e à la limite, mais c'est un gars qui est le fun à regarder. Tu sais. Hyper rapide. C'est ça, mais tu sais, je me suis pas nécessairement pris de notes non plus sur lui, mais tu sais, ça, j'en parlais... je me souviens pas c'est qui a sorti un ranking qui l'avait dans sa première ronde. Je sais pas si c'est Hockey Prospect ou parce qu'il y en a plusieurs qui ont sorti des rankings récemment. Là. Puis ils l'avaient dans leur top 32. Puis justement, c'est ça que je disais à Simon Servant. C'est le genre de joueur qui est vraiment le fun à regarder, mais tu sais, c'est pas nécessairement le genre de joueur que je vais me noter des choses parce que je pense pas qu'il soit dans ma première ronde. Ouais. Mais tu Vas-y. Ben, je voulais revenir sur McGroarty parce que pas que c'est une déception là, présentement, mais je suis un peu comme toi là, en ce moment avec ce joueur-là. C'est que j'ai regardé des matchs puis
il n'a pas ressorti à mes yeux encore. Puis je sais qu'il y en a qui l'ont en haute estime, puis c'est bien correct. Moi, je l'ai pas vu jouer l'année passée, puis il y a des gens qui l'ont vu jouer l'année passée. Fait que au niveau de sa progression, c'est peut-être plus facile à statuer. Moi, j'apprends à le connaître cette année, puis c'est un joueur que j'ai de la misère vraiment à cibler. Ses forces, les choses qu'il a améliorées, puis tout ça. Tu parles de son tir. Moi, tu vois dans mes notes, j'ai remarqué que c'est vraiment quelqu'un qui fait des solides passes quand même. Les games que j'ai regardés, je trouvais que il recevait la rondelle, puis ça prenait 0.2 secondes, puis la passe là, était déjà faite. Ouais. Je trouvais que c'était pas un gars qui gardait la rondelle vraiment longtemps sur sa palette, puis c'est quelque chose qui me plaît. Mais j'ai pas... moi, c'est ça. J'ai regardé un match contre Fargo, puis je me suis mis une note, souvent des tirs de loin, non menaçants. T'sais. Fait que j'ai pas encore un échantillon assez développé pour dire OK, ce gars-là, il est probablement top 15 ou de quoi de même. T'sais. À suivre, mettons. À suivre, effectivement. J'avais beaucoup aimé Kaplan puis Gauthier. Je n'ai parlé quand même une ou deux fois là, dans Scoutcast. Deux gars vraiment complémentaires qui sont capables de produire avec la POC puis tout ça, bien s'alimenter leurs coéquipiers. Tu sais, moi, c'est les joueurs qui ont plus ressorti dans les deux premiers matchs que j'avais regardés. Après ça, c'est le troisième match, il y avait Duke, aussi le frère de Dylan Gook, qui avait vraiment ressorti, mais trop de finesse, là, il faut vraiment qu'il simplifie son jeu, là, vraiment trop de finesse. Il contrôle bien la POC, oui, il bouge bien, mais écoute, 3-4 wraparounds, ça sert pas grand-chose dans un chiffre, là, tu vas plus se faire ramasser chez les professionnels. Il faut juste qu'il mûrisse un petit peu. Là. Et bref, c'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le tour pas mal. Oui. T'avais-tu remarqué quelqu'un dans la USHL à part dans le programme ou bien pas tout? Non. Le premier match que j'ai regardé du programme, c'était contre Fargo. Fait que j'ai regardé un peu Cole Newball. Que j'avais vu, que j'avais regardé au Linka aussi, mais ça n'a pas été un match là où j'ai eu beaucoup de nourriture à mettre sous la dent, mettons, pour lui. Honnêtement, j'ai remarqué c'était quand même quelqu'un qui était assez sécurisant avec la rondelle, dans le sens que, c'est ça, il faisait progresser le jeu encore, mais c'était pas assez. Là, c'est pas suffisant encore. Là. OK. On va se diriger un peu vers le nord, le nord-ouest, dans le WHL. Je crois que tu as regardé Savoie et Geeky un petit peu, si je me souviens bien. On peut en parler. Ouais, j'ai juste un match. En fait, j'ai 2 matchs de regarder présentement dans la WHL. La CHL, je l'ai pas encore attaqué beaucoup à mon goût. Puis avec Instat, des fois, les games, ils rentrent plus tard. Là. Je sais que la OHL, ça rentre plus tard. Ouais, ça tarde. Ouais, c'est ça. Puis la LGMQ, j'ai même pas commencé, en fait. J'ai plus axé sur... dans le fond, j'ai fait la continuité du Linka. Là. Fait que, tu sais, j'étais encore stické sur la Suède, la Finlande. Tranquillement, le programme, tout ça. J'ai fait pareil. Je vais m'en revenir en Amérique du Nord, ça. Il n'y a pas de trouble. Mais, tu sais, à la GMQ, au pire, tu vas le faire sur place. Hein? Ouais, exact. Ouais, ça directement sur la galerie de presse des Remparts de Québec, Bragg. Ouais, mais non, c'est ça, dans WHL, j'ai écouté un match du Ice de Winnipeg qui met en vedette Connor Geeky et Mathieu Savoie. Savoie, j'avais pu le regarder l'année passée parce que il jouait au début de la saison avec Dylan Gunther dans le junior. C'est junior A, c'est la AJHL qui jouait. Ouais, Alberta Junior Hockey League. Fait qu'ils jouaient ensemble avec les Crusaders, me semble, de mémoire. Puis, fait qu'indirectement, j'ai regardé Savoie. C'était un joueur qui m'avait beaucoup plu, même que je me souviens que dans nos nombreuses discussions de scouting sur Messenger, que j'avais mentionné que je préférais quasiment Savoie à Gunther. Fait que, tu sais, pour moi, Savoie partait déjà en haute estime. Puis, tu sais, je dis à toi, mais je veux dire, on parle tellement souvent avec les Simons puis sur le groupe de TSLH que ça peut être n'importe où que j'ai dit ça. Ouais. Mais il me semble que je m'en souviens. Il me semble que j'étais là quand tu avais dit ça. Puis c'est bien correct, c'est 2 joueurs excessivement talentueux. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est 2 Geeky puis Savoie, c'est 2 joueurs de centre complètement à l'opposé. Tu sais, Geeky, on parle d'un centre avec un gros gabarit qui a
une très bonne mobilité. Ce que je me suis noté dans ce match-là, c'est que c'est pas un gars qui va sortir des choses vraiment flashy. Mettons, dans le match que j'ai écouté, c'est un gars qui est assez efficace dans ce qu'il fait. Puis, je me suis écrit une phrase, puis je vais la lire mot pour mot. T'as l'impression qu'il est nulle part, mais en même temps, il est partout. C'est un peu ça Connor Geekie à mes yeux, là, en tout cas dans le match que j'ai regardé. Moi, j'ai soulevé un point avec Simon Servant que j'aimerais ça le voir plus impliqué sur le bord des bandes. Puis j'ai regardé son vidéo, puis effectivement, c'est peut-être une question du match que j'ai pogné, là, parce qu'il y avait quand même des séquences qui étaient impliquées le long des bandes. Mais toi, Pascal, t'en penses quoi de Geekie le long des bandes? Ben, un peu comme Power. Un peu comme Owen Power. T'sais, oui, Geekie, c'est un centre, là, mais l'année passée, Power, il a le physique là, pour ramasser les gens puis tout, mais il le fait pas. Geekie, il le fait pas. Il va être capable de se battre puis d'être vraiment une brute devant le filet. Mais je trouve qu'il utilise bien son corps pour protéger le disque puis séparer le joueur du disque. Là. Vraiment gagner ses batailles à 1 contre 1. Puis, mais à part ça, au niveau du contrôle de son bâton, je pense que c'est toi qui l'avais soulevé. Que dans le match, il me semble que c'est toi qui l'avais soulevé, que son bâton, des fois, il l'utilise pas super bien pour gagner ses batailles. C'est vraiment plus son corps qui va être capable. Parce qu'il va utiliser son bâton à une main. Il veut pas. C'est pas le mieux pour gagner ses batailles avec son bâton. Là. Mais moi, le long des bandes, je vois pas de problème flagrant. Là. C'est vraiment plus. C'est un gros bonhomme qui utilise bien son corps. C'est un homme dans un enfant. Là. Okay. Un gars de 17 ans. Oui, exactement. Puis, sa voix, en revanche, pas mal plus un gars de finesse, là, de ce que j'ai pu, de ce que j'ai présentement comme échantillon. C'est vraiment un bon playmaker, puis j'aime vraiment beaucoup sa rapidité d'exécution. Tu sais, je parlais tantôt que McGroarty, c'était un gars qui gardait pas longtemps la rondelle sur sa palette. Ben, tu sais, sa voix, c'est un peu de même. Mais en même temps, quand il décide de la garder, ça se passe. Oui, ça se passe. Ça se passe vraiment. C'est un gars qui a du chien aussi, pareil, c'est la patinoire. Je trouvais en avant du net, devant son goaler, les joueurs avaient d'affaires à pas trop s'approcher. Une coupe de cross-check, je l'ai vu donner des mises en échec aussi. C'est quand même quelque chose qui est intéressant, considérant que sa matière première, c'est un joueur de finesse. Tu sais. Fait que c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Ouais, t'es entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Tu sais, Geekie, lui, c'est un gars. Tu sais, c'est pas un gars qui va contrôler le jeu. Sa voix, oui. Geekie, il dépanne beaucoup dans les 3 zones. C'est un gars qui va être partout, comme tu dis, hein, partout à la fois, puis on dirait qu'il est pas là. Mais il est vraiment complémentaire à ses joueurs. Il va vraiment faire un bon appui. Sa voix, peut-être un peu moins, mais il est tellement impliqué sur la rondelle, pour posséder la rondelle, pour la monter, pour faire une passe et tout. T'sais, souvent, c'est pas nécessairement lui qui va aller entre son défenseur puis le joueur adverse pour aller contrôler la rondelle, mais il va quand même être là pour la prendre, la rondelle libre, puis l'amener en offensive. T'sais, je déteste pas le fait qu'il soit un centre pour l'instant. Je sais pas si ça va être encore ça au niveau professionnel. Je sais pas s'il va plus être un ailier. Puis, tu sais, l'année passée, quand je l'avais vu dans la USHL, parce que moi, j'ai plus regardé dans la USHL que la JHL, et c'était vraiment plus un marqueur. Il y avait vraiment plus une façon de jouer qui était un très bon tir. Il y a un très bon tir, et il produisait pas mal plus avec ça, tu sais, qu'avec sa vision du jeu. Puis là, c'est comme un nouveau joueur que je découvre cette année. Et je déteste vraiment pas ce que je vois en ce moment. Mais tu sais, j'ai hâte qu'il utilise un peu plus son tir là pour comme un peu diversifier sa production. Ouais, c'est peut-être quelque chose, on le sait pas hein, des fois, mais c'est peut-être quelque chose qu'il a décidé de travailler cette année, justement l'année passée. Tu sais, si lui, il sait que son tir, il est acquis, ben, tu sais, là, il essaie de plus travailler, mettons, sur son intelligence à la patinoire, puis mais tu sais, sa voix, j'ai l'impression que c'est vraiment le type de joueur qui va rendre ses coéquipiers meilleurs dans la façon qu'il joue. Et Geekie, c'est plus le genre de joueur qui va être facile à jouer avec. Il rendra peut-être pas ses coéquipiers meilleurs, mais c'est possiblement le joueur que ça va être hyper facile de jouer avec. Il est tellement tout le temps bien placé. Tu sais, au gabarit qu'il a,
J'ai pas ses mensurations devant moi. Là. Par cœur, je sais pas. Là. 6 pieds 4, je pense, 200, 220 livres. Ouais, c'est ça. Mais à ce gabarit-là, il trouve toujours le moyen de se faire oublier pareil dans son positionnement. T'sais, c'est quand même assez impressionnant. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment plus un joueur qui est facile à jouer avec quand t'es un ailier, mettons. 6 pieds 4, 205 livres. C'est une bonne charte. C'est pas un petit bonhomme, tu sais. Même moi, je suis petit comparativement avec lui. Moi, je suis un peu petit en grandeur. Donc, c'est pas mal fini pour joueur du Brésil. T'en as-tu scouté un petit peu? Non, mais j'en ai un autre, moi, dans la WHL. J'étais allé scouter Denton Mateychuk. Oui, j'ai pas encore commencé, lui. Ouais, je pense que tu l'avais pas regardé encore. La raison pourquoi je suis allé le voir, c'est que premièrement, je l'ai vu sortir dans des listes, puis je l'avais pas scouté encore, fait que je l'avais mis sur ma to-do list. Puis il a joué contre les Raiders de Prince Albert. Fait que je voulais voir Goulet en même temps. Malheureusement, le match que j'ai sélectionné et que je me suis downloadé, Goulet était pas encore revenu. Fait que c'était un gros fail finalement, mais je l'ai quand même scouté pareil, Mateychuk. C'est un bon def. Il est quand même très offensif, là. Mais tu sais, c'est pas mal. L'évaluation se limite à ça, là. C'est un gars qui c'est un gars qui est offensif. Tu sais, mettons son footing là, sur la ligne bleue, là, mettons en powerplay, il est pas si développé que ça. Puis pourtant, c'est quand même un défenseur qui est vraiment mobile et rapide. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un, quand il a la rondelle, puis quand il l'a pas non plus, il a une bonne explosivité, il a une bonne explosion sur patin, il est rapide. Mais sur la bleue, mettons, pour déplacer le jeu en faisant des croisements, tu sais, je sais pas si le terme footing... ouais, c'est ça. OK, le edge work. En tout cas, j'avais footing, moi, dans la tête, mais c'est peut-être un terme de baseball que je reprends et non un terme de hockey, là. Mais bref, c'était difficile et je veux dire, il était très lent quand il faisait ça. Puis il arrivait pas justement à attirer suffisamment le joueur qui est son couvreur, en fait, pour libérer l'autre option. Fait que tu sais, pour un gars que tu veux contrôler ton powerplay, s'il est pas nécessairement à l'aise là-dedans, je trouvais que c'était un peu... c'était peut-être un point à améliorer, en fait, de son côté, là. Quand on va tomber sur la Suède, tantôt, je vais te dire un nom, puis tu me diras, quand tu vas l'avoir scouté, tu me diras ce que tu en penses, mais il est complètement le contraire de ce que tu viens de dire. OK. Dans la ligne bleue, il est malade. Oh ouais. On en reparle. Ouais, on en reparlera tantôt. Mais c'est bon, moi, j'ai pas encore regardé. Dans le fond, j'ai passé beaucoup de temps en Europe aussi, là, dans mon scouting, et dans la LH, JMQ aussi, mais surtout aussi les Canadiens. Je regarde beaucoup les espoirs des Canadiens pour faire des textes, pour garder le monde au courant. Donc, c'est sûr que des fois, je peux que je dois avoir 1500 officiellement en ce moment, là. Que, il y en a beaucoup là-dedans que c'est de la pré-saison, donc il y en a sûrement qui disent c'est de la merde. Mais bref, j'avais le goût de regarder du hockey, fait que j'ai compte pareil. Mais ce qui fait en sorte qu'il y a des joueurs que j'ai pas encore vu jouer. Mais Mateychuk qui dans les prochains, quand je vais regarder la WHL, c'est sûr que je vais tomber dessus. Là, comme je dis, je suis à Stockholm en ce moment. Tu sais, c'est pas... Mateychuk, c'est pas une plaie là, dans sa zone, par exemple. Tu sais, je dis que c'est vraiment un défenseur offensif, mais c'est pas une plaie. C'est qu'il y a beaucoup le mot relance en tête. Là. Tu sais, son bâton pourrait être plus mobile. Son positionnement pourrait être meilleur dans sa zone. Par contre, il y a vraiment une belle anticipation pour couper des passes. Mais tu le sens que c'est vraiment l'attaque qu'il a en tête. C'est vraiment partir vers la zone adverse. C'est vraiment ça, tu vois que c'est sa priorité. Ce qui est pas mauvais parce que il y a la mobilité pour faire des bonnes relances. Puis il y a la mobilité puis le contrôle de rondelle pour être un bon puck carrier pour faire l'entrée de zone. Mais souvent, il a tendance à rester profond dans la zone adverse un peu trop longtemps. Puis là, mais ça met à risque un peu. OK. Parfait. Donc, on va traverser l'Atlantique. On va prendre... Russie, t'avais pas commencé, je crois. Hein? Ça se peut-tu?
À part, mettons, Olenka. J'ai regardé, là, je passe à travers mon grand document Word de notes, puis j'ai pas encore regardé Miro Shnichenko en Russie, fait que mon évaluation se limite au Linka présentement. J'étais allé regarder Danila Yurov dans la MHL, puis en même temps, j'ai porté une attention à Ilya Kvoshko aussi. Ouais, c'est Klutchko. Klutchko, Klutchko. Klutchko, ouais. OK. Ouais. Écoute, Yurov, tu sais, c'est difficile à dire, là. Honnêtement, dans MHL, il est trop fort, puis dans KHL, il joue presque pas. Fait que, tu sais, c'est un peu tannant, là, l'évaluation là, de ce joueur-là. Je dirais que ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'il a tendance à forcer l'adversaire à se compromettre avant de sortir une feinte. Puis ça, c'est vraiment une force, dans le fond, qui me démontre qu'il est assez confiant au niveau de la pression sur lui. Mais encore là, tu sais, dans le match que j'ai regardé, il faisait vraiment ce qu'il voulait. Là, ouais, dans MHL, oui, c'est 2 matchs. Je pense qu'il a joué 2 matchs à MHL, puis genre 7-8 points, là, il était vraiment dominant. Là, c'est pas juste. Là. Ouais, c'est ça. J'ai pas noté le nombre de points qu'il y avait eu dans ce match-là. Là. C'était le match du 24 octobre, mais je suis pas... dans mes notes, honnêtement, je note jamais de statistiques. Je vais regarder si, mettons, les entrées de zone sont sa coche. Puis, on reviendra si on parle de la Finlande tantôt, mais des fois, l'évaluation des points, c'est pas toujours... ça rend pas honneur au match, mettons. Non, ça, c'est pas juste. Tu sais, il y a pour des espoirs que oui, ça va te dire des indices. Tu sais, surtout quand c'est une ligue que tu connais beaucoup, qu'on connaît beaucoup, comme la LHJMQ, que tu sais que le gars va jouer 18 minutes avec sur le premier trio, puis il a 40 points en 60 matchs, alors qu'il devrait jouer pas mal plus. Tu sais, mettons Bourgault l'année passée, s'il avait fait 40 points, peu importe, vraiment en bas de 1 point par match, là, on se serait posé des questions sur son talent réel, mais sur Yurov, puis sur c'est Brad Lambert, que c'est des ligues que des fois l'utilisation puis les coéquipiers sont pas tant top, mais là tu peux te poser des questions. Exact. Puis Klutchko, je l'avais pas haï, honnêtement. Je pense pas que c'est un gars qui va se tailler une place dans mon top 32. Puis là, je dis top 32, je vais peut-être faire un top 42 comme l'année passée. Si ça va bien, peut-être un top 50, je sais pas. Je sais pas encore. Mais je trouvais qu'il réussissait constamment à se démarquer du jeu. Puis tu vois, quand j'avais écouté le match, je t'avais envoyé une photo là, du match en te disant, je regarde Yurov. Puis tu m'avais dit, tu porteras attention à Klutchko. Puis j'ai fait, je vais aller voir c'est quoi le numéro. Je regarde le numéro, ça faisait au moins 3-4 jeux que je me disais, ouais, il est bien bon, lui. Je me suis dit, à un moment donné... C'est ça, je me suis dit à un moment donné, je vais avoir le réflexe d'aller voir c'est qui, puis je me serais bien rendu compte que c'est un prospect qui est éligible cette année. Mais non, pour vrai, il m'avait impressionné jusqu'à une certaine limite. C'est un gars qui joue en piqué aussi, que j'ai remarqué. Puis je trouvais qu'il était régulièrement devant le filet. Puis c'est d'ailleurs comme ça, puis là, regarde, tu vois, je me l'étais noté, là, mais bonne présence devant le filet, ça lui donne un but sur cette séquence-là. Je trouvais qu'il était souvent dans le trafic, puis il y avait il y avait des bonnes habiletés de passe aussi. Fait que c'est probablement un prospect que je vais continuer de regarder, même s'il y a quand même des chances qu'il soit pas dans mon top 32. Ouais, mais il est petit un peu, c'est vraiment ça, c'est son défaut principal. Là. Mais je l'avais vu en KHL dans la pré-saison. Puis il n'avait pas été mauvais dans les 3 minutes qu'il avait utilisé. Tu sais, 3 minutes dans une pré-saison. Ça n'a pas de sens. Il fallait jouer. Il a 17 ans, il est tout petit. Il fallait jouer. Mais tu sais, j'ai vraiment pas détesté son jeu, surtout Winlinka aussi, là, j'avais bien remarqué, j'avais bien aimé son jeu, mais j'ai pas. Ça fait longtemps que j'étais allé en Russie, que j'ai que j'ai visionné des matchs en Russie. Donc encore une fois, c'est dans les prochaines semaines que je vais m'y lancer. Là. Mais cette année, la Russie est quand même très intéressante. La Russie et la Suède ont beaucoup de profondeur. C'est sûr que la Russie a plus d'espoir élite, si on veut, là, plus dans le top du repêchage. Puis la Suède a beaucoup de profondeur de 2e, 3e ronde. C'est la Russie, Perevalov, Klutchko, après ça, Miroshnichenko, Yurov. Il y a vraiment des bons noms là,
qu'on s'y attarde. Il y a des défenseurs aussi, mais c'est pas aussi top là, que la Suède, en fait. Là. Mais bon, bref. J'ai vu qu'il y avait un joueur de la Russie, puis là, je me souviens pas si c'est la OHL ou la WHL ou qui a signé, mais Ruslan Gazizov a signé dans la THL. Ça, j'ai hâte de voir. Je l'avais remarqué au Linka, je m'étais pris quelques notes sur lui. Il était pas mauvais, honnêtement, c'était pas le gars qui avait le meilleur coup de patin, mais en même temps, je trouvais qu'il avait un temps de réaction rapide pareil. Fait que, tu sais, même s'il était pas rapide sur patin, il maintenait le pace dans le fond du jeu. Il maintenait un pace rapide dans son exécution. Puis, tu sais, il jouait sur le powerplay des Russes aussi. Fait que je m'étais pris quelques notes sur lui, puis c'est ça, il a signé, c'est soit dans la OHL ou la WHL. Fait que, tu sais, là, au moins, il va avoir un temps de jeu adéquat, puis on va être dans une ligue qu'on va pouvoir plus le pacer, mais je pense pas que c'est un gars non plus qui va être dans la première ronde. Gazizov, il avait quand même produit pas mal au Linka, je me souviens bien. C'est les défenseurs qui avaient vraiment bien produit. Mais je l'avais pas remarqué beaucoup pendant le Linka. J'avais plus remarqué des gars qui étaient vraiment moins bons, mais j'avais plus remarqué Duda, puis Artyom Duda, puis Barabosha, si je me souviens bien. Mais oui, je le trouvais efficace. Des fois, je l'ai vu, ce qu'il fait, ça marche, puis ça rentre. Fait que c'est bien. On va se diriger vers la Finlande. Hey, on va parler. Juste avant d'aller en Finlande, je vais juste apporter un bémol dans le fond, parce que Gazisov, c'est pas un défenseur, là, c'est un attaquant. Mais c'est lequel d'abord? Puis il a signé avec les Knights de London. Fait que c'est pas un mauvais club de développement, là, je dirais. Là. Fait que ça devrait être intéressant à suivre, honnêtement. Ouais, c'est lequel le défenseur de la Russie que ça ressemble à Gazizov, son nom? Gouliayev. Mikhail Gouliayev. Bref. 5 points en 5 matchs. Je me suis trompé avec lui. Il a quand même produit aussi. Gouliayev, j'avais vraiment aimé. Gazizov, j'avais pas remarqué pendant tout. Je regardais plus son coéquipier. Miroshnichenko. Donc, désolé pour le petit fuck-up. Donc, Finlande. J'étais plus au lecteur, je m'en fous. C'est tout. Donc, pas au lecteur, mais à l'auditeur. Oui, Finlande, c'est sûr qu'il y a deux espoirs qui nous intéressent peut-être un peu plus. Je ne suis pas encore hyper jeté dans la cohorte de la Finlande. Vraiment plus Newman et Link, après ça, Lambert puis Kemmel. Donc, je pense qu'on va parler peut-être un peu plus de Lambert puis Kemmel. Ouais. Ben, je te dirais que Newman aussi, j'ai bien aimé ses performances au Linka, mais je ne l'ai pas encore regardé dans la Liga. Fait que, non, moi non plus. Je vais me garder une réserve, mais je trouvais que c'était quand même un prototype de power forward, je trouvais. Ouais. Genre de gars qui s'en va grinder. Ouais, il va grinder pas mal dans les coins, puis il avait fait quand même des bonnes percées offensives dans les matchs de la Linka que j'avais regardé. Fait que pour vrai, il y a des bonnes chances que j'aille poursuivre mes visionnements avec la Liga là, pour Newman. Je pense qu'il joue pour TPS ou Ives, en tout cas. Je m'en rappelle pas tout. On le verra sur Instat, là, mais qu'on aille le voir. Oui, on va commencer par Kemmel, je crois, Joachim Kemmel. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans le Scoutcast, à quel point je l'aime, puis que je l'aime. Je l'aime d'amour. Qui est bon avec la rondelle, qui a des bonnes mains, qui est quand même physique, qui est capable de faire des plaqués même s'il est tout petit, puis qui a un tir dévastateur. Il domine en ce moment dans la Liga en raison de son tir et de sa capacité à créer de l'offensive. Là. Mais qu'est-ce que tu avais à dire dessus? Ben, moi, je me doutais qu'on allait en parler dans le Scoutcast, fait que je suis allé faire mes devoirs en après-midi. Je suis allé regarder un match en Liga parce que j'avais pas encore regardé Kemmel en Liga, outre les highlights qu'on voit sur Twitter. Fait que, tu sais, j'étais bien au fait qu'il domine dans la Liga. Là. Mais mon échantillon se limitait au Linka pour l'instant. Puis moi, au Linka, j'avais adoré ce joueur-là. Puis là, j'ai l'air de parler au passé, mais j'adore encore ce joueur-là. C'est juste que le match que j'ai regardé tantôt, je vous rappelle, tantôt, je disais que les points ne rendent pas toujours honneur au type de match que les joueurs font. Le match que j'ai regardé, Kemmel a terminé avec 1 but, 1 passe. Il y a à peu près 3 ou 4 tirs au but. Il a été plus 1 affaire de même. Sa ligne statistique était vraiment belle.
Brad Lambert a terminé avec -2, pas de points. Puis là, quand tu regardes le scoreboard, tu te dis, bon, ben, Lambert va se faire repêcher 20e, puis Kemmel 3e. Mais en toute honnêteté, Lambert a connu un meilleur match que Kemmel. Puis, je trouve ça un peu injuste que présentement, il commence à y avoir des comparaisons entre Brad Lambert et Aatu Räty. Aatu Räty qui est un espoir que je me suis fermement opposé à le mettre en première ronde. Puis quand même de bonne heure, là. Avant qu'il arrive dans la Liga, je disais que ce gars-là, il avait vraiment des belles habiletés, mais il n'était pas capable de les mettre ensemble. Lambert, son problème, c'est qu'il ne produit pas, ça ne fonctionne pas, c'est tout. C'est triste, mais pour le reste, il joue du bon hockey, là, somme toute. Le seul problème, c'est qu'il joue du hockey comme un excellent centre de troisième trio. Mais comme je te disais, Pascal, après-midi, en regardant le match, c'est plus que ça, Brad Lambert. C'est censé être plus que ça. C'est ça qui est décevant dans son cas. Moi, ce que j'ai regardé du match, là, c'était un match du 11 septembre. Fait que il n'y a pas de coïncidence par rapport au fait historique du 11 septembre, mais ça a donné de même. C'est le match que j'ai choisi de regarder. Kemmel, j'ai trouvé que oui, son tir est dévastateur. Je l'ai peut-être vu un peu moins physique que je suis habitué de le voir au Linka. Mais j'ai trouvé que la Liga n'est pas physique. Là. Non, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, il a pris un peu le pace de la Ligue. On le sait qu'il est capable d'être physique, mais dans la Ligue, il ne l'est pas vraiment. Là. Ce que j'ai trouvé puis ce que j'ai moins aimé de lui, c'est ses entrées de zone. Majoritairement étaient ratées. Puis là, entrée de zone, que ce soit en transportant la rondelle, en effectuant une passe ou en faisant une tentative de dumping. Dans les trois cas, c'était problématique pour Kemmel. Puis j'ai vraiment moins aimé ça parce que c'est le genre de joueur qui a les qualités et les habiletés pour les réussir, ces entrées de zone. T'sais. Fait que oui. J'ai déchanté un peu par rapport à ça. C'est juste un match, je capote pas non plus. Mais pour le portrait du match, je trouve que Lambert a mieux joué. Il repérait rapidement ses options. Il patinait très bien avec ou sans la rondelle. Défensivement, je le trouvais fiable aussi, bien positionné. Il a fini à -2. Son goaler a donné 2 Christy de crotons, là. Mais vraiment des crotons, là. Puis, tu sais, Lambert était même pas impliqué dans le jeu, dans le sens qu'il n'y avait même pas à être impliqué non plus dans le jeu. Ouais. Mais il est -2, fait que, tu sais, il était pourri, tu sais. C'est ça, je trouve plate, un peu, pour Lambert, là. Ça se peut qu'il perde quelques rangs si ça continue à pas produire, mais je trouve que le gars, il joue bien quand même, tu sais. Il joue du bon hockey, c'est juste que ça fonctionne pas, tu sais. Il y a eu des chances, ça n'a pas fonctionné, tu sais. Moi, je trouve personnellement que si on compare les deux, Brad Lambert joue comme un pro. Il joue comme un pro en Amérique du Nord, dans une ligue vraiment pas Amérique du Nord. Et Joakim Kemmel, il joue selon ses forces, un peu du junior. Tu sais, il essaie du stock de junior vraiment souvent, puis ça fonctionne dans la Liga parce que défensivement, c'est pas super bon. Puis souvent, ses buts, mais c'est des tirs sur réception avec des passes transversales que ça, la défensive a mal joué, fait que il fait vu qu'il a un très bon shot, et ça score. Fait que tu sais, en ce moment, mettons, Lambert, j'aurais pas de misère à le faire jouer dans la AHL. Ça me dérangerait vraiment pas de le faire jouer l'année prochaine, là. Mais Kemmel, non. T'sais, j'aurais plus de misère à mettre Kemmel là. J'aimerais mieux le faire... les deux, j'aimerais vraiment mieux qu'ils soient dans la CHL, sérieusement. Ou bien dans la NCAA, là, aux États-Unis. Sérieux, dans la NCAA, ça serait vraiment fun. Ou bien dans la SHL même. Mais ça sera pas ça. Ça sera vraiment pas ça. Mais tu sais, Kemmel va rester une année probablement en Liga. Brad Lambert, ça se pourrait très bien qu'il vienne en Amérique du Nord, selon moi. Parce que sa game est tellement bonne défensivement que tu peux le mettre dans 2, 3e trio dans AHL, puis il va se développer. Là. Tu le laisses développer, tu le laisses mariner dans AHL, après ça, tu le rappelles, là, puis tu vas voir c'est quoi son niveau. Là. Mais tu sais, Kemmel,
c'est ça. Moi, je l'adore, là, Kimmel, sérieusement, mais tu sais, j'ai comme changé ma façon de faire au niveau du scouting. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'évalue un peu plus le jeu professionnel potentiel du joueur. Mettons, Kimmel, peut-être que l'année passée, je l'aurais mis avant Lambert dans mes préférés, dans mon listing, parce que je trouve qu'il est meilleur, pas à cause seulement de la production, mais c'est parce qu'il est plus dangereux en ce moment. Mais tu sais, là, si, mettons, je mets vraiment sur papier, si ma job est en jeu, lequel que je prends en premier, c'est ça, c'est Brad Lambert. Ça, il est vraiment plus complet en ce moment. Tu sais, oui, peut-être pas le plus physique. Des fois, il manque un petit peu de finition dans ce qu'il fait. Mais en général, je suis pas mal sûr que les équipes de la Ligue nationale de hockey ont pas mal plus confiance en son potentiel que celui-là à Kimmel. On verra. Mais nous autres, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va le suivre le plus possible. On va les suivre les deux le plus possible. Puis on va défendre Brad Lambert. Autant qu'on n'a pas descendu Ratty, mais tu sais, qu'on n'a pas parlé pas toujours en bien. Avec raison, je crois. Tu sais, peut-être que sa game va être très bon. 2 troisième trio rôle complémentaire. Mais tu sais, Lambert, on va le défendre, je pense, toute l'année. Tout en gardant en tête que si sa production continue comme ça, c'est sûr qu'il va dropper. Mais il va pas dropper autant que Ratty. Il y a vraiment du potentiel, ce jeune-là. Puis on va le voir au championnat du monde junior. Tu sais, je regarde encore le match de cet après-midi que j'ai visionné. Puis Kimmel a récolté une passe, mais tu sais, il avait pris un tir, puis son coéquipier a récupéré le rebond, puis il a marqué. Puis son but, c'est un tir du poignet vraiment pas comme il est habitué, tu sais, comme il nous habitue, là, dans le sens que c'était pas un tir dangereux, mais il y avait 2 écrans devant le goaler, puis le goaler a jamais rien vu. Fait que tu sais, je veux pas non plus diminuer la production de Kimmel pour remonter Lambert, mais en même temps, c'est un peu un petit warning que je fais, c'est de faire attention quand même à l'aspect production, tu sais, parce que je le redis, là, Lambert a vraiment mieux joué que Kimmel, puis c'est plate, mais quand tu regardes le box score, quand tu regardes les highlights, Kimmel connu une game au top, là, puis Lambert était pourri. Mais ça n'a pas été le cas. T'sais. Fait que c'est ça, je suis entièrement d'accord, j'en rajouterai même pas là-dessus. Je pense que Lambert, c'est un gars qui a une game beaucoup plus pro qu'on pense, beaucoup plus pro que ce qui va être abordé probablement par certains observateurs cette année, parce que sa production est pas haute. Mais c'est un gars que je suis quand même prêt à aller au bat pour le défendre. Puis tu sais, je vais juste espérer qu'il commence à produire. Puis je pense que ça pourrait commencer par une réunion avec Kimmel, justement sur son trio. Ouais, moi aussi. Là, en ce moment, il va jouer en Saria G20, en fond. Il va jouer dans la Ligue junior. C'est vrai. Pour reclasser l'équipe. J'ai pas tout lu, là, dans le fond, ce que le gars il a dit de double prospect, là, mais il va jouer dorénavant dans l'équipe junior pour l'aider dans son classement. Dans une affaire X, là, excusez, j'ai pas regardé, ça vient me popper dans la tête, là. Puis il va sûrement revenir après ça en Liga, puis ça va lui permettre de reprendre la confiance, de retrouver son jeu, je crois. Tu sais, attendez-vous à ce qu'il soit des candidats pour le Canadien au repêchage, sérieusement. Puis tu sais, le monde va chialer parce qu'il a pas produit, mais peu importe, surtout si ça change pas, là. Mais il est très bon. Il est pas comme l'autre Finlandais, là. Il est pas mal moins de drapeau rouge, si on veut. Donc, on va changer, avant d'en dire plus, on va changer de pays. Pas mal la Suède. Je pense qu'on va finir avec la Suède. Moi, je suis en plein dans la Suède en ce moment, dans ce que je fais en ce moment au niveau du scouting. J'ai pas mal de textes en retard, mais j'en ai produit quand même pas pire. J'ai une équipe que faut... Toi, tu veux te faire une bonne base au niveau de la Suède, c'est Joe Gardens. L'année passée, il y avait William Eklund. Et cette année, ben, il y a au moins 4 joueurs là, qui sont vraiment, vraiment intéressants pour les premières rondes, là, 1, 2, 3. C'est Carl Delius. Après ça, t'as Liam Ogren. Oui, je vais rouler mes airs. Faut faire plus européen. Jonathan Lekerimaki. Puis l'autre, c'est quoi son nom déjà? Il m'échappe. Noah Oslund. Ouais, Noah, lui, je peux pas rouler mes airs, c'est pour ça que je dis pas. Noah Oslund. Je vais racheter aussi des noms tantôt, là, mais on va parler de Joe Gardens. Je sais que t'aimais beaucoup William Eklund l'année passée, donc j'imagine que cette année, quand t'as regardé Joe Gardens, t'as beaucoup aimé Liam Ogren. Joe Gardens, c'est un peu
Je pense que c'est Simon qui disait ça. C'est un peu les Knights de London puis le Steel de Chicago dans tout l'aspect développement puis tout. Une bonne mine de prospects parce qu'il y avait Alexander Holtz aussi qui jouait là. Ouais. On peut commencer par Ogren. Moi, je roulerais pas mes airs. Là. Fait que c'est Ogren, ouais. C'est Ugren, je pense qu'ils disent Ugren. Ouais, je pense que oui. Mais en autant que je dise pas Ogren, c'est correct. J'ai pas... Désolé tout le monde. Non, c'est ça. J'ai pas commencé comme toi intensivement là, mon scouting. Là, présentement, pour Ogren, j'ai 4 matchs de regarder, dont 3 de la Ligue K. Fait que j'ai juste un match SHL de regarder pour eux. Puis Ogren a joué 8 minutes. Fait que j'ai pas... Mais même 8 minutes, sérieusement, j'ai probablement écouté le même match, un des mêmes matchs. Même dans 8 minutes, je trouve personnellement qu'il est vraiment bon. J'ai bien aimé sa prestation. Par contre, je m'étais noté qu'il avait bloqué beaucoup de tirs. Fait que son implication dans l'alignement, c'est pas nécessairement ce qu'on souhaiterait. Moi, c'est un gars qui me plaît vraiment beaucoup parce que c'est un peu le style que j'utilise au hockey en général. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment un méchant bon playmaker. C'est vraiment un gars qui écoute, il fait des passes, là. Tu t'attends même pas à ce que ça passe, là. Moi, en Linka, ça m'a impressionné beaucoup à quel point il était capable de repérer des coéquipiers que techniquement, il aurait même pas dû les repérer, là. C'est vraiment quelque chose que j'adore de son jeu. Par contre, en SHL, j'ai trouvé qu'il n'y avait peut-être pas encore l'explosion nécessaire pour battre les défenseurs de cette ligue-là. Surtout pour les déborder. Fait que s'il n'est pas capable de déborder les défenseurs en SHL, il sera pas capable de passer au travers non plus, là. Il manque peut-être encore un petit peu d'explosion, mais je veux dire, le kid, il est jeune, puis la SHL, c'est une bonne ligue, là. Fait que c'est pas... ça va venir avec l'âge. Là. C'est pas un red flag que je me dis hey, ce gars-là, il va baisser, c'est sûr. Non, parce qu'il y a quand même une bonne technique. Il y a quand même une bonne vitesse de base. C'est juste la vitesse de séparation, peut-être qu'il n'a pas encore là, trouvé. Puis, il cherche un peu sa glace aussi de temps en temps. Fait que peut-être qu'il va perdre un peu de rapidité là-dessus. Là. Quand il est en rondelle, des fois, il a de la misère à être à sa vitesse maximale, un peu comme, mettons, McDavid, il fait tout à la vitesse maximale, il peut tout faire à la vitesse maximale, mais pas lui encore. Ça va venir, là, mais pas lui, il est pas encore habitué. Mais dans la nationale, il le fait, là. Ah, c'est ça, parce que, moi, au Linka, je m'étais noté que il avait une belle accélération, puis il était capable de tirer un tir avec un joueur sur le dos. Fait que, même quand il y a de la pression sur lui, puis même quand il y a un joueur qui va venir l'accrocher ou de quoi de même, il y avait quand même un semblant de puissance pour dire il décochait un tir. En SHL, c'est plus dur un peu. Fait que, c'est pas dramatique, là. La transition en SHL, c'est pas comme la transition en Liga, là. Non. Ça me semble plus dur un peu, puis c'est bien normal. Puis, il y a un autre joueur qui a fait une transition en SHL cette année. C'est Philippe Bysted. Oui. Je pense, voulais-tu qu'on saute tout de suite à lui ou t'avais d'autres choses à dire sur Ogren? Tu voulais-tu parler de Ostlund avant, de ses coéquipiers, mais tu voulais parler de Bysted? Moi, je vais t'avouer, là, Ogren, j'ai regardé un shift by shift, fait que j'ai pas porté attention à Ostlund. Quand j'ai vu que c'était 8 minutes, là, j'ai fait, je vais me prendre un shift by shift, puis tu vois, là, je vais peut-être réajuster ma stratégie, justement, là, parce que, là, t'as comme Ostlund qui va jouer, puis je pense que ce game-là, il était même pas là, anyway. Je regardais dans le listing des joueurs, puis je pense qu'il était même pas là. Il était peut-être encore dans le national à ce moment-là, là. Oui, il y a Ogren... Ugren, il a joué Liam, on va l'appeler Liam. Liam, il a joué quelques matchs en SHL, mais je pense qu'il y en a un ou deux dans Instat. Pour l'instant, il manque beaucoup de matchs en Europe, surtout en Suède et dans la OHL en ce moment sur Instat. C'est ça qui est vraiment tannant. Mais pour Ostlund, je crois qu'il y en a un. Les deux ont joué en même temps, mais c'est probablement pas lui qui t'a donné OD, là.
Non, c'est ça. Parce que je suis pas mal sûr de mémoire qu'il était pas là. Mais tu sais, les prochaines fois, je vais probablement juste prendre le match complet puis je vais skipper jusqu'à temps que les joueurs soient sur la glace pour être sûr de voir les deux en même temps. Là. Mais Ostlund, je l'avais vraiment aimé, par exemple, au Linka. Je trouvais juste ça plate qu'ils produisent pas. Il y avait un peu la maladie du Brad Lambert pendant le Linka. Ça marchait pas, puis il essayait, puis il piochait, mais ça a pas payé dans le tournoi, malheureusement. J'ai trouvé que c'était un joueur qui était vraiment dynamique. Parfois, me faisait penser à Eklund un peu. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment son manque de production qui a fait... C'était un petit peu décevant, mais en même temps, au même titre que Lambert, le gars, il a bien joué. Il a pas produit. Ça sera pour une autre fois. Là. C'est un centre. Tu sais, des fois, les centres, ils ont plus de responsabilités. Fait que s'ils réussissent ses responsabilités en défensive, mais c'est encore mieux, tu sais. Puis Ostlund, ben, c'est ça qu'il faisait au Linka. Mais dans le début de la saison en national, il produit quand même pas mal. Il a joué pas mal avec les Kerimaki, puis un peu avec Ogren, mais lui, il a été rappelé, là. Mais tu sais, le power play en début de saison, c'était Ogren. Après ça, c'était Lekerimaki, Ostlund, Odelius, puis le numéro 4, là, que je me souviens jamais de son nom. Là. Mathias Avalid? Non, ça, c'est dans une autre équipe. Le numéro 4, moi, je parle pas du Lincoln, je parle vraiment avec Drew Gardens. Dans la nationale. Le numéro 4, c'est lui que j'ai montré en privé une vidéo, là, qu'il fait une passe en amont du filet, là. Que genre, c'est sûr, son entraîneur, il a fait de la calvitie. C'était quelque chose dans le style. Mais, en offensive, il est super bon, là. Mais, tu sais, le power play au début de la saison, c'est n'importe quoi. Drew Gardens, c'est vraiment un cheat. Donc, j'ai pas j'ai pas encore regardé Drew Gardens en national. Fait que, tu sais, je vois peut-être en mesure de temps. Parce que c'est sûr que le Kerimaki, il faut que je le regarde encore, là. Je l'ai juste vu au Linka, puis j'ai eu 2 matchs de la Suède que j'ai même pas porté attention à le Kerimaki. Il m'a pas popé, puis j'ai malheureusement eu le réflexe d'aller regarder vraiment c'était qui les joueurs qui étaient éligibles un peu trop tard. Fait que j'ai un visionnement de lui, alors que tous les autres Suédois, j'en ai 3, tu sais, juste au Linka. T'sais. Même 4. Mais Bysted, par contre, lui, je l'aime bien aussi, mais vraiment beaucoup, là. C'est probablement mon joueur suédois favori. Je le préférerais même à Ogren parce que même si Ogren, tu sais, son style, c'est un peu le style que je préconise au hockey moi-même. Je trouve que Bysted a vraiment un beau package au niveau de son gabarit, son tir, sa vision de jeu, sa protection de rondelle. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Très, très bonne. J'ai regardé un match en SHL. Les autres matchs, c'est en Linka. SHL, j'ai regardé contre Rogel. Rogel, c'est le même qu'on le dit. En tout cas. C'est sûrement genre Rugal, mais on s'en fout. Ouais, c'est ça. L'équipe a Marco Casper, en fait. Fait que j'ai regardé Casper aussi en même temps. Pas le film de fantôme, là, mais le joueur. Là. Mais, tu sais, Bysted en SHL, c'est encore le même problème. Là. Il joue pas beaucoup, puis il a un rôle un petit peu plus effacé, puis tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il était capable de se démarquer, par exemple. Peut-être un peu plus que Ogren dans la SHL. Il a fait de très bons jeux défensifs avec son bâton, puis je trouve qu'il possède la rapidité pour jouer en SHL. Il dispose d'une anticipation qui fait qu'il n'est pas dans le trouble dans la rapidité du jeu puis dans l'exécution de la SHL. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Sa technique de patin est un peu weird, mais je suis pas assez un grand connaisseur. C'est juste que je le regarde patiner puis on dirait que ça me saute aux yeux que sa technique est peut-être vraiment différente de la norme, si on veut. Et encore là, je suis pas un expert en power skating. Là. Fait que c'est pas moi qui va dire qu'est-ce qu'il a à travailler pis tout, mais je trouve juste que, mettons, ses virages, là, il vire pas trop sur un dizaine, là. Il en prend quand même assez large, là. Fait que il y a quand même un bon gabarit. Je pense que c'est un autre de 6 pieds 3, 6 pieds 4, là, si je me souviens bien. Mais, ouais. Fait que, mais pour sa grandeur, sérieusement,
il est très fluide, là, pis il patine quand même très bien. Hein. C'est ça, c'est pas au niveau de la fluidité ni de l'explosion le problème. Je pense que c'est vraiment plus dans ses virages que il perd plusieurs fractions de seconde, mettons, sur un back-check pour prendre le temps de se revirer. T'sais. Puis encore là, c'est peut-être juste un match-là là, que c'était comme ça aussi. Là. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai noté en particulier dans le Linka. Fait que tu sais, c'était juste un match-là, fort probablement, parce que si ça avait été quelque chose, j'aurais remarqué au Linka aussi, je me le serais noté. Là, t'sais. OK. Y a-tu d'autres Suédois que tu voulais aborder? Bichel. T'as-tu regardé Bichel? Oui, c'est pas un Suédois, mais il a joué... il a joué en national, par exemple. Il a joué en national, il a joué aussi en SHL, mais plus dans la pré-saison. Le match que j'ai regardé, c'était en national. Le premier chiffre qu'il a fait, ben, tu te souviens sûrement, là, je t'ai texté, puis j'ai fait « Oh, premier jeu du match, je trippe. » Le gars, le gars arrive c'est dans sa zone, longe la bande, tire la rondelle du porteur, part la relance, puis c'était vraiment beau. Le reste du match, tu sais, c'était pas aussi impressionnant, là, je te dirais, que sur ce jeu-là. Là. J'aimerais ça qu'il soit un peu plus mobile à bleu offensive pour se donner en option. Je trouve des fois que, mettons, le couvreur adverse coupe la ligne de passe pour Bixel, puis il trouve pas le moyen, mettons, de se déplacer pour se donner une meilleure option au gars qui a la rondelle. Dans ce match-là, c'est ce que j'ai observé. Je sais pas s'il le fait souvent parce que je commence à le regarder. La saison commence. Mm-hmm. Ma saison de scouting commence, en fait. Ça reste un défenseur avec un très bon gabarit. À 6 pieds 5, 215 livres. Je me l'étais noté. Ouais, il est méchant aussi. Il est méchant, puis ce match-là, il a marqué le but gagnant en prolongation. Puis il s'est faufilé entre les deux défenseurs comme s'il y avait le gabarit à Noah Ostlund. Non, mais ça semblait vraiment facile son jeu. Fait ça a comme été en deux temps, là, le match que j'ai regardé de lui. Là. Il manque de constance beaucoup, ce qui arrive beaucoup avec les défenseurs de son gabarit. Hein. Ouais, non, c'est ça. Puis tu me l'avais dit aussi que son manque de constance, c'était quelque chose qui était peut-être un peu problématique. Puis en dedans d'un match, c'est pas une inconstance de il y a un bon match, il y a un moins bon match, il y a un bon. Là, c'était vraiment à même la même partie qui avait pas été constant. T'sais. Fait que c'est sûr que j'abandonne pas mon scouting pour lui, là. Mais c'est un prototype qui est intriguant et qui est intéressant, Lian Bichel. Bixel. Ouais. Bichel. Bref, Bruxelles. Il y a pas mal. Quand j'ai écouté ce joueur-là au début en juillet ou en août, je me rappelle plus. J'écoutais pas avec le son, fait que je suis pas capable de dire la prononciation. Mais c'est pas grave. Ça fait pas mal le tour des espoirs du repêchage 2022 qu'on voulait parler. Je pense qu'on va plus se diriger vers les espoirs des Canadiens. Oh yes. Oh yes. Donc, je crois. T'en as pas regardé beaucoup, si je me souviens bien, mais t'as quand même regardé quelques-uns que le monde ne connaisse pas beaucoup, en fait. Puis Goulet. Fait que je te laisse parler de ce que tu veux. J'ai regardé 3 prospects du CH dans les derniers temps. Je voulais regarder Caden Goulet avec Prince Albert quand je disais que je scoutais Mateychuk. Finalement, il était pas là. Puis Prince Albert a mangé une solide volée contre Moose Jaw. Le match que j'ai regardé, là, c'était épouvantable. Puis Goulet était pas là. Fait que j'étais curieux de voir l'apport du défenseur des Canadiens à son arrivée dans l'équipe. Est-ce que ça va changer de quoi? Est-ce que le club va... Parce que Prince Albert a commencé la saison puis c'était payable. Puis Goulet est arrivé puis comme de fait, là, beaucoup plus structuré le jeu. Beaucoup plus organisé. Goulet, écoute, on l'aime. Sérieusement, il
presque trop fort pour la WHL, là, honnêtement, parce que je veux pas monter les attentes puis je veux pas m'emballer non plus. Mais sa capacité de tuer la pression adverse dans sa zone, c'est fascinant, là. Il y a la rondelle, puis il y a le don de calmer le jeu, il y a le don de, si mettons, la pression est trop dangereuse pour créer la relance, il va backtracker, il va protéger la rondelle, il va recadrer son attaque, il va la repartir, puis il va la réussir. Il est vraiment, moi honnêtement, confiant. Le match que j'ai regardé, honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai écrit un texte là-dessus. Dans le fond, les prospects du CH, là, je me suis pas pris de notes nécessairement. Là. J'ai écrit des rapports d'observation complets. Là. Fait que vous pouvez aller les consulter sur tout sur le hockey. Dans la section TSLH Espoir, rapport d'observation, vous allez trouver pas mal tous nos rapports d'observation pour les prospects 2022. Mais ceux de Goulet puis des prospects du CH que j'ai regardés, qu'on va parler par après, sont tous là. Puis sérieusement, Goulet, tu sais, il y a eu 2 passes dans ce match-là, puis c'était 2 tirs au but, vraiment des bons tirs qui ont donné des rebonds, puis ses coéquipiers ont marqué. Fait que tu sais, il aurait peut-être même mérité d'avoir 2 buts là, dans ce match-là. Okay. Ouais, c'est l'aspect qu'on n'a pas vu en pré-saison. En fait, tu sais, sa capacité, ce que j'avais écrit dans son profil quand le Canada a repêché, c'était que la majorité de ses passes viennent, oui, il est capable de distribuer un peu la rondelle, là, de faire passer le jeu de gauche à droite, mais c'est pas un gars qui est créatif à fond. La majorité de sa production offensive, c'est il dirige des rondelles au filet. Des tirs-passes qui sont vraiment intelligents et des tirs bas qui sont déviés ou des retours. Fait, tu sais, ce genre de défenseur-là, oui, ça joue pas nécessairement sur le premier powerplay, mais sur le deuxième, ça peut amener même sur l'égalité numérique, ça peut amener du chaos devant le net. C'est exactement ça que le CH aurait besoin pour diversifier un peu son attaque. Parce que Petrie, oui, il est bon, mais la majorité de ses tirs sont bloqués. Sérieusement, l'année passée, ça m'a vraiment gossé. Romanov, son tir, il est vraiment pas constant. Sherrod, Edmondson, c'est tous des joueurs qui ont des tirs, des bons gabarits, que leur tir, ben, c'est pas une force nécessairement. T'sais, Weber, c'était une force v'là 5 ans, v'là 6 ans, 7 ans. Ça l'est plus là, mais là, il jouera plus, c'est correct, là. Mais le CH, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un défenseur aussi complet, avec un aspect robustesse, pas un corps arrière offensif, mais ça se développe. Puis on en voit un peu plus dans WHL, là. Je suis bien content de l'avoir dans le pipeline. On n'était pas hyper content quand ils l'ont repêché, mais force est d'admettre que c'est un maudit bon prospect. Ouais, tu sais, parce que on n'était pas content parce qu'il y a des joueurs qu'on préférait plus à lui. Puis, tu sais, moi, cette année-là, j'avais pas commencé à scouter comme je le fais depuis le dernier repêchage. Fait que, tu sais, pour moi, Kaden Goulet, c'est sûr que j'étais tiède parce que je voyais Mercer qui était pas pris. Tu sais, moi, c'est sûr que j'aurais préféré le petit gars de la GMQ que j'avais vu jouer 2-3 fois puis j'avais trouvé bien bon, tu sais. Fait que c'est sûr, mais moi, ce qui m'impressionne de Goulet, puis on le voit sur l'impact de son équipe, c'est qu'il inspire confiance, puis sa prestance est réconfortante pour les Raiders. Parce que c'était vraiment décousu, là. Je te dis, le match que j'ai regardé contre Moose Jaw, là, c'était décousu. Puis du moment que Goulet est arrivé dans l'équipe, tu le vois, là, il y a vraiment un clash au niveau du jeu. Puis c'était impressionnant de voir les joueurs adverses éviter d'aller du côté à Kaden Goulet. Je te dis, là, c'était flagrant. Là. C'était flagrant. Fait que, tu sais, déjà dans WHL, il y a ce respect-là des autres. Moi, je m'attends vraiment à une grosse saison de lui, là, cette année. Tu sais, l'année passée, il y a un défenseur qu'on a vraiment aimé, toi puis moi, puis qu'on avait la même phrase que tu viens de dire là. Quand il est sur la glace, la cohésion de son équipe est comme revivue, bref, peu importe. Là. Elle fait comme apparaître tout d'un coup. Parce que quand il est pas là, sur la glace, c'est toute la cohésion, tout le corps défensif est un peu mêlé. Dans la zone, ils sont tout le temps cloîtrés. Mais quand il est là, même si c'est pas le gars le plus offensif, le plus mobile, ou peu importe, la rondelle, elle sort, les jeux se font, la rondelle est dans la sécurité. Kirill Kirsanov.
C'est pas un défenseur hyper topé comme hyper haut potentiel comme Goulet, mais c'est un joueur qu'on aimait beaucoup en raison de ça, qui a été repêché par les Kings de Los Angeles 78e rang, donc en 3e ronde. Mais c'est exactement le même feeling quand tu me l'as expliqué, c'est vrai, on disait aussi ça pour Kirill Kirsanov. Est-ce qu'il va faire une nationale? J'ai aucune idée, il joue dans le KHL en ce moment, pour le Scott de Saint-Pétersbourg, mais bref, c'est ce genre de défenseur-là, je pense qu'on a massé ça, toi puis moi, là, des bons gabarits quand même, pas le plus offensif, mais il fait bouger le jeu, puis en défensif, il fait le job. Ok, bref, on aime bien ça. Ensuite, vas-y, continue. Ben, pour les autres espoirs que j'ai regardés récemment, je vais passer à Jakub Dobeš, qui est un gardien de but que j'ai appris à apprécier parce que quand il a été repêché par le Canadien, j'avais fait un profil de lui, fait que j'avais regardé quand même beaucoup de matchs. Puis l'année passée, j'ai comme persisté, j'ai regardé des matchs de lui en USHL. Cette année, début de carrière en NCAA. Puis tout qu'un début, là. Honnêtement, ça a vraiment bien commencé. Dans le fond, Dobeš joue pour Ohio State, puis il partage les tâches avec Ryan Snowden, qui est un gardien de 23 ans. Puis il n'y a pas beaucoup de matchs de la saison de commencer. Puis d'après moi, Dobeš va être premier gardien. Là. Fait que c'est quand même déjà pas pire. J'ai vraiment trouvé qu'il s'était amélioré au niveau de son positionnement, puis au niveau du fait qu'il challenge les lancers. C'est quelque chose que j'ai tapé fort là-dessus sur Dobeš dans les 2 dernières saisons. C'est que je le trouvais creux dans le filet. C'est un gros bonhomme. Tu sais, c'est un gars de 6 pieds 5, 201 livres. Puis mes inquiétudes, quand j'avais fait le profil de lui l'année qui était repêché, puis l'année passée, c'est que je trouvais qu'il gaulait petit, mais que c'était un gros gardien de but. Jusqu'ici, là, dans NCAA, il gaule pas petit. Là. Il gaule très gros. Il challenge les lancers. Il a vraiment amélioré ça, honnêtement. Là. Okay. Présentement, là, en fait, au moment d'écrire mon profil dans la NCAA, j'ai regardé le match du 9 octobre. Puis ça a été son premier match complet dans la NCAA contre Bentley. Ça a été quand même un match facile. Il n'a pas été testé vraiment beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose à ressortir, honnêtement, de ce match-là. Mais ça reste sa première victoire dans la NCAA. Puis, il a joué après ça 2 autres matchs. Puis là, il était vraiment dominant. Son tracking, ses déplacements. Tu sais, en USHL, mettons, je le trouvais un peu éparpillé dans ses déplacements. Là, tu le voyais qu'il était très, très square. Là. Il restait vraiment beaucoup dans son demi-cercle. Il était très rarement déporté de son demi-cercle, justement. Fait que non, j'aime vraiment beaucoup son début de saison à Jakub Dobeš. Honnêtement, je suis pas prêt à le projeter, exemple, comme un gardien auxiliaire ou un futur gardien numéro 1. Mais j'aime beaucoup son développement depuis que le Canadien l'a repêché. C'est pas un joueur que j'ai regardé jouer pour l'instant, donc je peux pas vraiment commenter. Ben, j'ai regardé l'année passée. Puis tu sais, tout ce que tu disais, je suis pas un expert, mais t'es quand même meilleur que moi puisque tu as joué à cette position-là. Moi, la dernière fois que j'ai joué à cette position-là, j'étais en novice A, donc je peux pas vraiment, à part me montrer une glissade sur le côté gauche, les entraîneurs me montraient pas grand-chose. Donc je peux pas vraiment en parler, mais tu sais, je regarde beaucoup de matchs. Fait que, tout ce que tu t'avais dit au niveau des points, j'étais d'accord. Vraiment d'accord avec ce que tu disais. Il pouvait être un peu éparpillé, mais il défiait les tirs quand même. Mais bref, on verra comment ça va dans NCAA. Probablement qu'il va rester 2-3 ans là. Sérieux, je pense pas qu'il va. Je pense qu'il va peut-être se rendre même aux 4 ans. Parce que tu sais, avec Carey Price, Kaden Primo, puis Jake Allen, ils sont là. Ils sont pas pressés, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, un gardien de but à gros gabarit comme ça, qui est pas un stud. Tu sais, si t'es pas un stud, un gardien de but à ce gabarit-là, c'est long à développer. Là. Un gardien de but à la base, c'est très long à développer. Mais là, Dobeš, c'est pas un stud.
un gars qui nécessite du développement, puis qui va probablement finir, comme tu dis, son 4 ans en NCAA, qui va probablement embarquer dans AHL après. Fait que, tu sais, faut juste être patient, mais c'est quand même un gars, tu sais, dans le fond, là, j'ai regardé ses trois premiers matchs, puis il y en a un là-dedans qui est venu en relève à Snowden le 15 octobre, puis son équipe tirait de l'arrière 3-1, puis finalement, ils ont gagné 4-3. Là. Puis il a vraiment, il s'est vraiment dressé, là, tu sais, puis le lendemain, il a obtenu le départ. Là. Le lendemain, il a rigolé. Puis il était encore excellent. Fait, puis c'est un gars qui a pris confiance, on dirait, en ses capacités physiques. En USHL, il savait comme pas qu'il était vraiment explosif. Fait qu'il se déplaçait partout. Il se garochait, il était un peu décousu. Là, il sait qu'il est capable d'exploser. Puis il est vraiment plus en contrôle, dans le fond, de ses capacités physiques, je trouve. Tu sais, quand on parle de stud, on parle de Spencer Knight, on parle de Carey Price. Mais Carey Price, c'est plus qu'un stud. Tu sais, c'est un gars-là de franchise, ça. Tu sais, Carey Price était repêché en 2005. Son premier match avec le Canadien, puis sa première saison, il avait joué 41 games. C'est en 2007-2008. Tu sais, c'est quand même 2 ans complets avant de jouer son premier match. Puis Spencer Knight, même genre de choses, il était repêché en 2019, l'année de Cole Caulfield. Puis il a joué les premiers matchs l'année passée, là, en fin de la saison, puis en série, je me souviens bien. Fait que tu sais, un stud, c'est ça, mais pas un stud, tu peux prendre le temps que tu veux. Comme Caden Primo. Caden Primo, c'est pas un stud. Peut-être qu'il va, c'est un très bon prospect, là, mais tu sais, c'est une coche au-dessus de Daubush, si on veut, là, au même âge. Je vais te donner... Oui, vas-y, on va prendre j'aime pas faire des comparatifs. Je trouve que c'est de mettre des attentes, puis c'est un peu... Souvent, c'est biaisé, mettons. Mais pour faire du pouce à ce que tu exposes pour les studs, on va faire l'exercice inverse, mettons. Gardien de but de gros gabarit, mettons, on va prendre Ben Bishop. Repêché en 3e ronde en 2005. Il fait 3 ans avec l'Université du Maine. Il embarque dans la Ligue américaine. Il devient partant. Quelques présences dans NHL. Après ça, il est dans l'autobus, comme on dit. Fait qu'il fait quasiment moitié-moitié NHL, AHL. Il devient gardien partant en 2012. Fait que ça a pris un méchant bout, là. Ça a pris 7 ans avant qu'il y ait un poste après son année de repêchage. Fait que ça peut être très long quand tu sais, Ben Bishop, c'est pas un stud, il a une belle carrière, là. C'était pas un stud, c'est un gars qui s'est développé par les farm teams, par la NCAA. Je dis pas que Daubush va être un Ben Bishop, là. Je tiens à le dire, là. Mais ça donne un aperçu de la progression puis le développement, comment ça peut se passer. Exact. Est-ce que tu as regardé Joe Vrbetic aussi? J'ai fait un profil de lui, okay. Mais en fonction de matchs de l'année avant COVID. OK. Ça fait que tu n'as pas encore regardé pour cette année. OK, c'est bon. Non, je n'ai pas regardé cette année. Non. Le dernier espoir, dans le fond, que j'ai regardé, c'est Sean Farrell. Oh oui, parle-nous-en. J'ai pas regardé. J'étais supposé regarder, mais j'ai dormi après-midi. D'après moi, tu ne dormirais pas en regardant les matchs. Non, ça c'est clair que non. Surtout avec l'équipe qu'il y a. Là. C'est vraiment un bon début de saison pour Sean Farrell. Il y a les stats, mais il y a aussi la tenue, dans le fond, sur la patinoire. C'est un gars... Puis, tu sais, là, je saute directement à ma conclusion du rapport d'observation que j'ai fait. Cole Caulfield a été étiqueté dans le temps comme étant un joueur qui produisait juste sur les unités spéciales. Gabarit similaire avec Sean Farrell, on s'entend. Sean Farrell, il est utilisé présentement à peu près à entre 55 et 50% du temps sur les unités spéciales. Que ce soit en power play ou que ce soit en piqué. Parce que oui, il joue en piqué avec Matthew Coronato. Est-ce que c'est un gars qui produit juste sur les unités spéciales?
tous ses buts sont en power play à date, mais toutes ses passes sont à 5 contre 5. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a comme un piège là, qui guette. Là. C'est de l'étiqueter comme un joueur qui est juste bon en power play. Là. Mais en power play, il est utilisé pour son tir. Il est utilisé à la pointe basse du côté droite, un peu comme Caulfield, on aime bien le voir pis ça. Fait que il est utilisé pour son tir, il est utilisé dans un but de potentiellement marquer des buts parce qu'il est capable. Mais à 5 contre 5, moi, Sean Farrell, je trouve que ses habiletés de playmaker sont peut-être plus impressionnantes. Moi, c'est sûr que je préfère dans la vie un playmaker qu'un sniper, mais ça, c'est un autre débat. Mais à 5 contre 5, c'est quand même assez impressionnant de voir comment il est intelligent sa patinoire, comment il crée des jeux, comment il va toujours attirer la pression sur lui, puis ça arrivait souvent, tu sais, qu'il y avait 2 joueurs adverses sur lui, puis il attendait, puis sortait une passe, sortait une feinte, ou mettait la rondelle en sûreté pour que ses coéquipiers aient la récupérer. C'est vraiment un gars qui va rendre ses joueurs meilleurs autour de lui. Puis en plus, il a la capacité de marquer des buts en powerplay. Fait que c'est... Moi, je suis très emballé par son début de saison en NCAA. T'sais, oui, il a 7 points en 2 matchs, mais tout ce que je viens expliquer, c'est vraiment juste du positif à mes yeux pour Sean Farrell. Ouais, tu sais, il va faire son chemin dans le cœur des partisans, si on veut, là, toute la saison, s'il continue comme ça. Est-ce qu'il va jouer bientôt dans AHL ou avec les Canadiens? Je pense qu'il y a encore du cheminement pas mal à faire, là. T'sais, cette année, on va voir ce que ça va donner cette année, mais peut-être une autre saison en NCAA, ça se pourrait très bien. C'est bien correct comme ça, sérieusement. Ça va dépendre du nouvel état-major. Oh, spoiler! Ça va dépendre de tout ça, tu sais. Mais très emballé sur papier de ce qu'il a fait encore. C'était cette semaine, la semaine prochaine, là, je suis supposé faire une autre ronde de visionnement. En tout cas, écoute, je fais juste dire ça. Là. Une autre ronde de visionnement en Suède, en Finlande, en Russie. Hein? Les espoirs du Canadien. Tu sais, regarder Harris, Struble, Farrell dans NCAA. Après ça, Goulet et tout ça. Bref, je verrai, là. Mais vraiment hâte de voir Farrell jouer sérieusement. Surtout avec la production qu'il a faite, là. Je sais à quel point t'as été emballé par ces 2 matchs-là, fait que c'est sûr, ça m'encourage encore plus. Ouais. Donc, puis, en ce moment, le monde, il sleep un peu dessus, je crois. Il y en a plusieurs qui le regardent jouer puis qui le mettent haut parce qu'il a produit beaucoup, mais il y en a encore qui sont un peu tièdes par rapport à lui, puis je pense que cette année, il va confondre un peu les sceptiques, là. Mais oui, un petit gabarit, mais il y a tellement de l'importance à la glace, là, que c'est clair qu'il va augmenter les listes. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont sticker sur sa production, puis 7 points en 2 matchs, recrue dans NCAA. Je pense qu'il est recrue de la semaine aussi dans la ECAC. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui ont accès, c'est pas tout le monde qui ont le temps, c'est pas tout le monde qui ont l'intérêt non plus de regarder les matchs. C'est bien correct. On est là pour ça. On est là pour ça, exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que son 7 points en 2 matchs, là, c'est très, très, très pertinent. Ça colle beaucoup à sa performance, en fait. Ouais. Puis ce que j'ai remarqué aussi, puis là, on sort de sa production, en fait, c'est que le gars, là, en entrée de zone, il en manque pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Dans le sens que, tu sais, j'ai marqué une phrase dans mon profil, là, dans mon rapport d'observation, en fait. Il réussit presque systématiquement toutes ses entrées de zone. Puis, c'est soit en accélérant, c'est soit en faisant une passe, un peu à l'inverse de ce que je disais tantôt de Camel. Tu sais, Camel, que je trouvais que ses entrées de zone, c'était... Mais Farrell, là, puis non seulement il est dominant, il joue à l'aile gauche, non seulement il est dominant pour exploser de son côté, mais en plus, il se permet d'aller à droite aussi, puis il n'y a pas de trouble. Parce qu'il joue avec Matthew Coronato. C'est les deux, ils ont joué avec le style de Chicago. Fait que eux autres, là, ça roule. Là. Ça roule, puis ils savent un et l'autre sont où. Là. Fait que c'est vraiment beau à voir. Ouais, vraiment.
Ben, parfait. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait. Tu sais, on pourrait parler de plein de joueurs dans les LHGMQ puis tout, mais tu sais, t'as pas vu jouer, ça sert à rien. Là. Non, c'est pas un monologue. Je voulais que ce soit une discussion plus que d'autres choses. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Ben, merci Matt d'avoir accepté mon invitation. Enfin, une invitation pour Matt. Yes. La fin qu'on va refaire fort possiblement là, dans les prochaines semaines / mois, là, une fois de temps en temps pour discuter un peu de nos états d'âme. À fond, je vais probablement faire mon ranking d'ici la fin novembre, là, mon premier ranking de la saison dans le monde. Là. D'ici la fin de la saison. Donc, ça devrait être... on devrait en parler dans un Scoutcast ensemble ou moi tout seul, là, peu importe. Probablement peut-être plus moi tout seul. Tu t'es peut-être pas rendu là dans ton évaluation. Là. Non, pas encore. Ben, je vais y aller à mon rythme cette année. Tu sais, l'année passée, j'ai comme... j'ai comme donné un méchant coup à un moment donné, puis après ça a fait en sorte que j'ai été quasiment un mois sans scouter. Fait que j'essaie d'y aller plus graduellement cette année. Parfait. Donc, merci beaucoup à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous voir sur notre nouveau groupe de discussion, Forum TSLH sur Facebook, pour les drafts. On parle de Ligue simulée. Le monde, il parle beaucoup ensemble. On crée des sujets de discussion aussi. Matt a une tendance à tous les jours de mettre les nouvelles blessures, ceux qui jouent pas, ceux qui jouent, qui reviennent de blessures. C'est vraiment le fun pour ceux-là qui oui, font beaucoup de poules, mais qui suivent pas nécessairement ça quotidiennement. Donc, Matt, il fait ça d'une main de maître et on crée des sujets, le monde nous pose des questions. Donc, on en recevait beaucoup en privé. Donc là, ben, on le fait devant tout le monde. Fait que tout le monde peut répondre, donner leur avis. Fait qu'on parle. On n'a pas nécessairement tout le temps des liens vers notre site. Fait que c'est vraiment plus un forum de discussion, comme un forum. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, à vous ajouter. Il y a beaucoup de monde qui viennent commenter, qui écoutent le podcast. Donc, merci à ces gens de nous écouter. Joël, Mike, tout ce monde-là. Shout-out à eux autres, sérieusement. Merci beaucoup d'être là tous les semaines. Ensuite, on est là sur toutes les plateformes, sur Balado Québec, Spotify, si je me souviens bien, Apple Podcasts et TwoSpeaker. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Dans le lien de la description du podcast, il va y avoir une promo pour Barbe Noire, notre commanditaire, notre partenaire pour le podcast, qui fait de l'excellente viande fumée. C'est ça que j'ai mangé ce soir, en fait. Une bonne côte levée. C'était délicieux. Donc, je vous remercie beaucoup et Matt aussi d'avoir été là. Yes, merci.